Maker Faire Paris se poursuit ici depuis la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ravis d'être avec vous, de passer ce dimanche ensemble. Les émissions qui se poursuivent, évidemment, on a vu plein de choses, on apprend plein de choses autour du mouvement Maker pendant ces 2 jours. Découvrons, si vous le voulez bien, ensemble cet après-midi, les innovations à réaliser soi-même pour vivre mieux chez soi. Nos 3 invités, Andréane Vallot, Caroline Pulse et Pierre Lotta. Bonjour à tous les 3, vous allez bien ? Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, on reviendra également sur l'appel à projet Habitons Ensemble lancé par Maker Faire France avec les entreprises. Les 3 lauréats seront également avec nous. Un programme donc encore riche pendant une quarantaine de minutes. On va donc commencer avec vous. Vous êtes tous les 3 designers. Andréane Vallot, alors on se tutoie ici depuis hier, depuis le début de Maker Faire Paris. Andréane, tu es en fin d'études et tu t'es lancée dans ton projet de fin de cursus sur les low-tech. Oui. À la maison. On a eu l'occasion d'en parler ce samedi. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs avec Corentin de Châtel-Perron sur son catamaran, son nomade des mers. Toi, c'est les low-tech à la maison. En 2 mots, on rappelle ce que c'est les low-tech. Ouais, on va peut-être voir avec Caroline aussi, qui est aussi experte low-tech. Mais en 2 mots, les low-tech, c'est simplement faire mieux avec moins et avoir une quête de sobriété dans les technologies et les usages qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est possible, y compris à la maison. On verra avec toi dans un instant. Ouais. Et Caroline, toi, tu as fait partie justement du projet de Corentin sur son nomade des mers. On peut aussi transposer ces low-tech chez nous à la maison, y compris en appartement. C'est ça qui est génial avec les low-tech, c'est qu'on peut les intégrer partout, que ce soit sur un bateau, dans une tiny house ou en appartement, à la maison. Alors, tu as travaillé sur quoi, Andréane, en fait, sur ton projet de fin d'études, puisque tu es diplômée dans quelques jours. Félicitations avec un peu d'avance. A priori, oui. J'ai travaillé sur quoi comme équipement. En gros, il y a plein d'endroits possibles de réappropriation dans un appartement. Simplement, c'est pas Par exemple, on a cette image. Ouais. On reviendra un peu après. Là, on a le bokashi. Qu'est-ce que c'est le bokashi ? Le bokashi, en fait, c'est un compost qui est plutôt bien adapté au contexte d'un appartement parce qu'on peut du coup composter ses déchets chez soi sans avoir d'odeur, sans avoir d'insectes qui viennent et du coup c'est plutôt pratique au quotidien. On peut aussi le faire en appartement, c'est ça le message, parce que souvent on voit ça au fond du jardin, mais en appart c'est possible. Voilà, c'est ça. Là où en fait dans les villes on n'a pas accès à des composts, même à l'échelle d'une copropriété c'est compliqué pour des régions de normes d'avoir un compost. Alors le premier schéma qu'on a vu juste avant, comment on peut le définir ? Du coup ça parle de quoi ? L'écosystème en appartement. Alors en fait aussi, l'idée de la démarche low-tech, c'est de penser nos usages en cycle pour que que les objets puissent bénéficier les uns aux autres, on puisse, par exemple là, le bokashi va permettre d'alimenter les plantes. Voilà. Ici. On pourrait mettre aussi un récupérateur d'eau dans sa douche, par exemple, pour venir alimenter les plantes. On peut aussi transformer, comme je l'ai fait, en fait, tout ce que je montre dans ce projet-là, c'est simplement des endroits possibles où je me suis simplement focalisée sur certains endroits. Donc, on peut, sur un frigo, par exemple, venir aussi le transformer pour en fait, mieux utiliser l'énergie qu'il y en est fait, parce que le frigo, il faut savoir que c'est un des équipements les plus énergivores dans un appartement. Et pour autant, ce qu'on met dedans, ça n'a pas vraiment nécessité à être réfrigéré. Tout simplement, au contraire, on dénature la qualité des aliments quand on les met dedans. Donc là, l'idée sur le frigo, par exemple, c'est de simplement venir transformer le thermostat pour que la partie freezer du frigo devienne une partie réfrigérée et que le reste du frigo soit un garde-manger passif, du coup, avec des équipements adaptés, comme par exemple des pots en céramique imbibés d'eau, qui viennent rafraîchir et apporter une hygrométrie nécessaire pour la conservation des aliments. Mais je suppose qu'on a vu ça un peu avec Corentin hier. Oui, on a aussi le réservoir. Ouais. On va le voir ici illustré. Ouais, l'idée c'est qu'en fait une douche c'est 1 litre d'eau toutes les 10 secondes. Et en fait, on perd du coup beaucoup d'eau pour pas grand-chose. Donc là, l'idée, c'est d'au moins venir récupérer les premiers litres d'eau qu'on gaspille simplement en attendant que l'eau se réchauffe, qui est en fait une eau propre. Ça m'arrive tout le temps. Hein. Ouais, comme tout le monde. Et donc en fait, cette eau-là qui est inutilisée et gaspillée inutilement, elle pourrait au contraire être valorisée, par exemple en venant arroser des plantes
qui, au final, peuvent aussi, en période de canicule, venir réfrigérer l'espace de l'appartement, tout comme dans le frigo. En fait, c'est un peu la même idée à l'échelle de l'appartement, pardon. Où, donc là, les bains, toi, alors là, non. Attention, on n'a pas le droit. Même la douche, c'est limité avec ce réservoir, mais les bains, c'est non. Dans 15 mètres carrés, de toute façon, les bains, c'est compliqué. C'est vrai. Pierre Lotta, peut-être une réaction, toi qui es un designer plus affirmé, confirmé à ces low-tech d'appartements. On va revenir bien sûr sur ton travail juste après. Oui, qu'est-ce que ça t'inspire du coup, ce travail de jeune designer? Oui, bien sûr, ça m'inspire beaucoup. Je connaissais aussi le travail de Corentin. J'avais vu pas mal de vidéos, notamment sur un voyage qu'il avait fait c'était un trimaran, je crois. En Thaïlande notamment. Thaïlande, aussi, non. Ouais. C'était une des premières, un des premiers voyages, non, où il était complètement en autonomie. Ouais, tu parles du golfe de Bengale. C'est ça, voilà, le golfe de Bengale, effectivement. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. J'ai tout regardé. Et effectivement, ce qui est pas mal du low-tech, c'est que ça met disons que ça montre des solutions qui sont assez simples. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, je pense, à développer autour de ce thème-là. Et après, effectivement, je découvre ton travail. C'est vrai qu'il y a pas mal de pistes à explorer, notamment, je trouve assez pertinent tout ce qui est autour du réfrigérateur. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, je pense, aujourd'hui. On parle tellement d'écologie qu'il y a plein de choses à faire sur ces thèmes-là. Caroline, les low-tech en appartement, ça se développe de plus en plus? Eh bien, en fait, je pense que c'est Andréane qui est la pionnière de tout ce Oui, c'est son mouvement. gros travail, qui a travaillé sur ça, sur son projet de fin d'études, on le rappelle. C'est ça. Et je pense que c'est hyper encourageant et audacieux de montrer en fait que c'est faisable à la maison et que en fait, ça a à la portée de tous. C'est des solutions simples en fait. Ouais, c'est ça qui est génial. Et le fait qu'on puisse le faire dans son appart, c'est une belle avancée. Ouais, quand vous imaginez, on a combien de Parisiens ici, habitants ici vous imaginez si on fait tout ça dans tous les appartements, l'impact écologique qu'on peut faire. Voilà, c'est sûr. Toi, tu travailles sur quoi, Caroline? Alors moi, j'ai rejoint l'équipage du Nomade de Mer il y a 2 ans. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore de travail d'aménagement intérieur, disons. Et donc, on en a profité pour installer tous les low-tech qu'on découvrait par escale et les utiliser dans notre quotidien. Donc, en fait, mon travail, c'était de rendre ces low-tech un peu user-friendly et de les utiliser, du coup, dans notre quotidien. Et donc, on a créé un super écosystème avec une trentaine de low-tech qui fonctionnent ensemble. Et donc, notamment, on a le garde-manger, parce qu'en fait, sur le bateau, on n'a pas de frigo. On fonctionne avec des panneaux solaires, donc c'était un peu compliqué pour générer beaucoup d'électricité. Du coup, on a repensé les appareils, en fait, donc les rendre moins énergivores. Donc toi, l'idée, c'est de te dire ce que tu as découvert avec le Nomade des Mers. On peut, en tout cas pour certaines idées low-tech, on peut le refaire à la maison. C'est ça le développement à venir? Alors en fait, le Nomade des Mers, c'était toute une phase d'expérimentation, d'exploration de ce qui existe déjà. Et la deuxième phase, c'est comment adapter toutes ces inventions chez soi, sur le territoire. Et du coup, en appartement, en ville, je pense que c'est la première étape après tout ça, tout ce voyage. Pierre, designer de l'instant. On pourrait te définir comme ça, c'est ça? Un objet en 1 heure, c'est ce qui te caractérise? Quel est ton travail? Parmi les premiers livres que j'ai fait, en fait, c'était vraiment l'idée, c'était de réaliser un objet ou un meuble en 1 heure avec le minimum d'outils, des outils assez basiques. C'était scie sauteuse, perceuse, et pas aller dans un parc d'outils très compliqué. Il fallait vraiment que ce soit accessible. Et l'idée, c'est de montrer comment faire des objets facilement. Et après, c'est un peu sous forme de... Il y a des explications, on a toutes les informations pour chaque projet. Alors là, on retrouve en plus vraiment le mélange designer-maker, c'est-à-dire que tu es aussi dans la pédagogie, c'est ça. Comment on fait, tu nous accompagnes de A à Z. Et c'est aussi ce que je fais avec Laura Merlin à travers les Make-It, où en fait on montre comment faire des objets avec les matériaux qu'on peut trouver chez Leroy Merlin. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de matériaux dans ces magasins-là, et on essaye de montrer tout ce qu'on peut faire comme type d'objet ou de meubles. Et tout ça avec ce côté accessible. Faut vraiment que ce soit facile. En fait, c'est un peu ça la clé. Accessible à tous. Alors le fauteuil justement,
qu'on a juste ici à côté de nous, puisque tu as permis d'équiper Oui, Maker Faire Paris. Merci beaucoup, puisqu'on a du monde, vous le savez, depuis le début de Maker Faire Paris et depuis samedi après-midi. Beaucoup de monde, beaucoup d'invités qui se succèdent. Et en coulisses, donc on a les fauteuils ici, donc c'est en bois. Alors Miguel, on a notre Miguel qui est très très fort. oui, Qui en fait, nous montre ça. c'était un projet de Make It. Il y avait toute une collection de Make It qui avait été faite justement avec Leroy Merlin et également en partenariat avec Marie-Claire Idé, donc pour la partie publication. Donc ça, on peut le réaliser en 1 heure? Alors celui-là, en fait, vraiment, moi, mes livres, c'est 1 heure, un objet. Les Make It de Leroy Merlin, ça peut être... Il y a des Make It qui sont très très rapides et qui peuvent prendre 30 minutes, d'autres 3/4 d'heure, d'autres 1 heure et d'autres un peu plus... ça peut être un petit peu plus long. Là, Ça sur dépend ce des fauteuil, projets. on est vraiment sur du simple, du basique. On est bien surtout. On est bien installé, un petit. Alors il y avait aussi la possibilité de mettre un coussin au niveau du dossier. Enfin, en fait, après, l'idée, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est de proposer en fait des projets, des objets, des meubles à travers des livres ou des make-it. Mais après, c'est un peu une source d'inspiration. Les gens, finalement, moi, ce que j'ai constaté sur Internet, c'est qu'ils refont pas forcément exactement la même chose. On trouve des objets avec des couleurs complètement différentes. Ça arrive qu'ils changent les proportions. Enfin, disons que c'est un peu comme une sorte de point de départ et d'inspiration. Et après, les gens, finalement, se réapproprient le projet. C'est ça aussi qui est intéressant. Tu travailles surtout le bois ou... Surtout le bois. Ouais. Après, ça arrive de faire de mettre des parties en métal dans des objets. On essaye de... Il y a aussi dans les livres, en fait, les livres sont faits par thème. Donc, il y a du béton... c'est un peu tous les matériaux. On a quelques en fait. exemples, justement. Il y a beaucoup de bois. Avec, on le sent quand même, la volonté pour toi de... Il faut que ce soit quand même... Et c'est joli. C'est important. L'idée, c'est quand même de faire quand même un objet qui soit accessible et d'avoir une ligne éditoriale. Et oui, on essaye de faire des projets avec un certain caractère. Le boom du fait maison, on le sait, ça a explosé au moment justement du premier confinement et des confinements. Est-ce qu'on est encore sur la même tendance? Est-ce que les gens qui ont découvert le fait maison restent? Il y a toujours s'améliorent? Il y a toujours un vrai phénomène du fait maison. Les gens ont toujours besoin de fabriquer des choses. Même quand on a un appartement, on fait des travaux et on a besoin aussi de soit se meubler ou de fabriquer des étagères. Il y a toujours des choses. C'est un thème qui, de toute façon, continuera à grandir et ça va forcément s'accroître. Merci beaucoup, Merci. Pierre. Merci à tous les trois. Andréane, peut-être un dernier mot sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas continuer à travailler sur les low-tech appartements? Tout à fait. Et il y a une question pour Andréane d'ailleurs sur le chat. Miguel. Andréane et Caroline et Pierre, d'ailleurs tous les trois, vous pouvez répondre à cette question parce que c'est une question sociologique. Est-ce que d'après vous, les low-tech doivent ou vont devenir la norme? Ça dépend du point de vue. Dans la mesure où... Parce que c'est pas encore très connu, c'est vrai, ça reste... c'est pas encore très grand public, même si ici, Maker Faire Paris, on essaye de parler de tous les sujets, y compris les low-tech, mais ça reste confidentiel encore. Ouais. Moi, je trouve qu'on en parle quand même pas mal. Ouais. Je vois pas mal de sujets là-dessus. Hein. Ouais. Dans la presse, de plus en plus. Au tout début, moi j'avais connu Corentin, j'avais découvert les projets par YouTube, mais je trouve que depuis, en fait, on en parle beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes. Pas assez, c'est sûr. Alors moi, je pense qu'on sera obligé de passer par les low-tech. On va devoir, sous contrainte, passer à ces énergies, à ces technologies sobres pour pouvoir continuer à vivre de manière conviviale. Et comment créer le déclic chez les gens? En parlant? Oui, sensibilisant, continuer d'explorer des modes de vie aussi. Mais je pense qu'en tant qu'être humain, de manière sociologique, on va devoir... c'est face au mur qu'on va pouvoir avancer. La solution, c'est devenir maker pour créer ses propres solutions alternatives. Voilà. C'est ça. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été avec nous pour Maker, pour la maison. Comment mieux vivre chez soi, comment réaliser aussi des innovations, des idées utiles depuis la maison. Merci à tous les trois. Vous laissez la place à 3 autres invités, puisqu'on va revenir ensemble dans cette émission sur l'appel à projet Habitons ensemble. On verra tout à l'heure les objets, justement les lauréats. Donc il y a des entreprises aussi qui soutiennent
les makers. Miguel, c'est important pour elle, donc on accueille nos invités. Et bien sûr, il y a Alors, des partenaires de cette Maker Faire parisienne, partenaires historiques, et puis des partenaires de cet appel à projet, comme tu le disais, Marie, qui vraiment va dans le sens de l'état d'esprit Maker. Oui. C'est Habitons ensemble, et tes invités vont nous en parler. Alors, nous avons donc Tristan Hauck, qui est directeur des partenariats des activités sociales de AG2R La Mondiale, Jean Ruche, fondateur de Famille Solidaire, et Olivier Sanche pour la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Bonjour à tous les trois, vous allez bien, messieurs? Oui, très bien. Bonjour, oui. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Donc cet appel à projet s'appelle Habitons ensemble. On peut commencer peut-être avec Jean Ruche, cofondateur donc, de Famille Solidaire. Un petit mot sur l'association déjà pour la présenter. Alors, Famille Solidaire, on crée des habitats inclusifs, c'est-à-dire des colocations ou des appartements regroupés pour des personnes qui perdent de l'autonomie du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Donc, ce sont des colocations, par exemple, pour des jeunes autistes ou la colocation qu'on ouvre à côté de Mulhouse pour 8 personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, gros enjeu, évidemment, ce sujet-là. C'était important pour vous de vous positionner sur cet appel à projet pour justement essayer de dégoter un petit peu les nouvelles idées des makers. L'enjeu du monde qu'on est en train de créer par rapport aux personnes qui vieillissent et qui perdent de l'autonomie, c'est d'inventer les solutions de demain, parce que celles qui existent aujourd'hui ont atteint leurs limites, et on a besoin de trouver de nouvelles solutions pour accompagner les personnes au domicile, de nouvelles idées. Et le monde des makers est un monde où il y a beaucoup de créativité, donc on espère en tout cas que cet appel à projet permettra de donner, en plus du plaisir de faire des choses ensemble, l'envie aux makers d'aller vers des projets d'intérêt général. Oui, en fait, on se rend compte, on l'a vu tout au long du week-end, qu'il y a ce mouvement maker, il y a de l'effervescence évidemment autour du mouvement pour se faire plaisir, parfois pour des choses qui ne servent pas forcément, mais il y a aussi des enjeux pour demain. Olivier Sanche pour la plateforme donc KissKissBankBank. Pourquoi la plateforme s'est positionnée aussi sur cet appel à projet ? Eh bien, on s'est positionné en partenariat effectivement avec Maker Faire, tout simplement parce que les makers, historiquement et par nature, ce sont des gens, des porteurs de projets qu'on a toujours eu sur KissKissBankBank depuis plus de 10 ans. Même chose pour l'AG2R, la mondiale. Alors effectivement, dans la partie qui nous concerne directement, les activités sociales, on cherche des solutions pour le mieux vivre chez soi, que ce soit au domicile ou en habitat effectivement partagé, inclusif, pour nos bénéficiaires. Et donc ça nous semblait vraiment utile à la fois de faire rencontrer nos partenaires associatifs, comme Famille Solidaire, à la communauté des makers, qui peuvent apporter des solutions, mais aussi de dire justement aux makers qui peuvent continuer à innover dans le champ de l'engagement social et sociétal, au service de nos enjeux démographiques et au service de l'autonomie au sens large. Les enjeux démographiques, tu le disais, puisque Jean Ruche, les chiffres sont impressionnants. Notre population continue de vieillir. Est-ce que en tout cas, on sera de plus en plus nombreux à être âgés. L'enjeu, c'est de rester à la maison un maximum pour nos aînés. Est-ce que c'est ça la clé ? Et donc de faciliter leur habitat. Au-delà de l'enjeu, c'est la situation actuelle. C'est-à-dire que 90% des personnes vieillissent au domicile. Les solutions d'hébergement, comme l'EHPAD par exemple, ne concernent qu'une petite partie des personnes âgées. Et donc c'est un choix qui a été fait en France dans les années 70 de faire un modèle qui est bicéphale, soit le domicile, soit l'établissement d'hébergement. Il y a d'autres pays d'Europe qui ont développé d'autres solutions qui sont... Comme quoi, par exemple Comme par exemple les colocations Alzheimer sur l'Allemagne. On a 3700 colocations qui accueillent à peu près 10 locataires qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire qu'il y a 37 000 personnes en Allemagne touchés par la maladie d'Alzheimer qui sont accompagnés dans des petits habitats de 8 personnes, 8-10 personnes, par des auxiliaires de vie qui vivent au milieu de la cité, là où dans le modèle français, on a fait des établissements, ce qui est tout à fait louable si on leur donne les moyens d'exister et de fonctionner. Et puis plus on a avancé dans la logique et plus on a dit les établissements, il faut qu'ils grossissent, sauf qu'aujourd'hui on se retrouve avec des établissements pour personnes âgées dépendantes où il y a 120, 140, 160 personnes. C'est déjà difficile de venir dans on des atteint les établissements. limites, clairement. On a atteint les limites et il y a un besoin qui va être exponentiel. On a 13 millions de personnes âgées de plus de 65 ans aujourd'hui. On en aura 23 dans 30 ans. Ça sera un tiers de la population française.
Les enjeux, ça va être de trouver des gens pour s'occuper. On le voit déjà aujourd'hui avec la crise Covid, tout ce que ça a pu impliquer Oui, ça dans les vous établissements. inquiète pas un petit peu, justement, ces auxiliaires de vie? Il y a une pénurie vraiment de personnel. En ce moment, c'est très compliqué de recruter. Je pense que ce qui arrive est à la fois une mauvaise chose parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des besoins au quotidien et qui ne trouvent pas d'auxiliaire de vie pour s'occuper de leur papa, de leur maman ou leur gamin en établissement d'hébergement, par exemple. Ça, c'est difficile. Par contre, c'est nécessaire qu'on prenne conscience que demain, on a besoin d'imaginer autrement l'accompagnement de nos aînés et de remettre des moyens dans la boîte, quoi. Aujourd'hui... On est quand même souvent pointé du doigt en France pour... pas bien accompagner nos aînés. Là, il faut mettre un coup de boost. Là, il faut mettre des moyens, il faut redonner des lettres de noblesse à des métiers qui sont indispensables. Je pense qu'on devrait se poser la question de savoir si la rémunération d'une auxiliaire de vie qui aide notre grand-mère à se lever tous les matins, à faire sa toilette, à manger, elle est corrélée au niveau j'allais dire, d'utilité commune versus d'autres métiers qui gagnent énormément d'argent. Donc, on a vraiment besoin de reposer des lettres de noblesse, de former ces gens, de les accompagner et de leur donner des conditions de travail pour qu'ils s'occupent des autres. Parce que les aidants, finalement, on parle beaucoup des aidants professionnels en France. Les aidants familiaux, c'est 11 millions de personnes qui s'occupent d'un proche au domicile. C'est 60% d'entre eux qui travaillent. Donc, il y a plus de 6 millions de personnes qui bossent la journée. Le soir, ils vont s'occuper de leur papa, de leur maman, de leurs gosses en situation de handicap. Et ces chiffres-là, ils vont exploser. Donc, on va tous être concernés. Et quand on parle de difficultés de recrutement dans le monde des auxiliaires de vie, les entreprises de demain, elles vont être amenées à travailler sur la question du recrutement des salariés en tenant compte de leur statut. Parce que quand on sera dans ces situations-là, ce que les familles prioriseront toujours, c'est leurs proches. Bien sûr. C'est pas le métier. Et les makers font partie donc de cet engagement en imaginant donc des objets pour KissKissBankBank. On se rend compte, le nerf de la guerre, c'est l'argent finalement. Oui, exactement. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'argent. Oui, ils ont un moment ou un autre besoin d'argent pour financer du matériel, financer un prototype, un aménagement d'atelier. Et plus largement, ils ont besoin aussi de visibilité et de fédérer au-delà des personnes qui sont très impliquées autour d'eux, du grand public. Et c'est aussi finalement le rôle d'une plateforme de financement participatif comme KissKissBankBank, de leur donner une fenêtre et surtout par rapport au partenariat que nous avons avec Maker Faire, de leur donner un accompagnement personnalisé pour préparer au mieux une communication et une collecte de fonds. Et pour arriver sur la plupart des makers qu'on accompagne sur des collectes qui vont entre 3 000 et 10 000 euros assez facilement. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà un point de départ, effectivement, quand on est au stade d'un prototype qui permet d'avancer très concrètement et aussi de se faire connaître du grand public. Les makers qui finalement ont une dimension sociale. Tu es d'accord avec ça, puisque AG2R La Mondiale, donc assureur, avec toi qui tu t'occupes donc des activités sociales, ils ont cette dimension-là. Tu t'en rends compte, puisque tu es passionné aussi par ce mouvement? Alors oui, la dimension sociale des makers, c'était aussi pour ça qu'on était venu dans une précédente édition, la dernière en présentiel, où on avait un stand et on voulait justement leur faire rencontrer des partenaires associatifs. 25 associations partenaires des activités sociales étaient présentes pour dire vous avez fait des belles choses au niveau de l'environnement, vous pouvez aussi faire des belles choses en vous occupant des besoins des personnes. Pour l'habitat inclusif, etc. L'habitat inclusif, etc. Donc là, on a focalisé vraiment sur le sujet. Alors Jean a parlé de la dimension humaine, Olivier la dimension financière. Nous, on pense aussi qu'en améliorant le mobilier, en améliorant tous les aspects domotiques dans ces habitats partagés et inclusifs, on va à la fois contribuer au mieux vivre des résidents eux-mêmes et aussi aux conditions de travail des personnes qui sont amenés à venir. On est dans la prévention, du coup D'abord, quand effectivement le mobilier est adapté, la domotique, ça permet à la personne de garder le maximum de capacité et d'autonomie. Donc il y a moins de risques qu'elle se blesse, mais aussi il peut y avoir des stimulations à travers des objets, où on l'a vu encore ici, puisqu'on n'est pas loin d'un lab au sein de la Cité des Sciences, tout ce qui est digital, qui permet à travers des formes de jeu, de garder, de stimuler justement le cerveau et même aussi de faire bouger le corps de la personne pour qu'elle reste en autonomie. Donc ça, c'est une dimension. Mais voilà, il y a aussi toute la dimension, tout ce qui est ergonomique, qui permet effectivement... Est-ce qu'il y a de plus en plus de makers qui s'intéressent
justement à l'habitat pour nos aînés, pour leur permettre de mieux vivre chez eux à la maison? C'est un peu l'objet aussi de l'appel à projet. On a eu pas mal de candidatures. On a une centaine, oui, effectivement. Voilà, une centaine de projets, merci, 15 moi, les lauréats. chiffres, c'est jamais mon truc. 15 lauréats. D'ailleurs, qui a choisi les lauréats pour le coup? Oui, comment ça s'est passé cette sélection? Ah. Il y avait plusieurs jurys dont on faisait partie, effectivement. C'était des décisions collectives. Et qui va dans le sens qu'on disait, hein. Le Habitons ensemble, il s'appelle comme ça. Donc le partage d'informations, la facilité pour tous, ça a vraiment été une des notions principales. D'ailleurs, on le verra, Marie, dans quelques minutes avec les 3 lauréats qu'on accueillera sur le plateau. Bien sûr. Avec nos amis. Mais vous en avez notamment retenu 15 avec cette idée-là, quoi, qui correspond aux valeurs qu'on a évoquées. C'est peut-être 115 retenus. Après, on s'intéresse à l'ensemble des makers qui ont postulé, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été retenus que leurs solutions n'ont pas une valeur ajoutée par rapport à l'habitat ensemble. Hein. Et donc, l'idée, c'est pas forcément un sujet qui était dans l'esprit des makers. Grâce à l'appel à projet, on commence à dire qu'il peut y avoir quelque chose à faire pour eux et à trouver des financements, enfin nous deux d'ailleurs, associés pour pouvoir réaliser leur projet. Et puis, grâce à cette émission, grâce à cet appel à projet, c'est aussi aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on espère qu'il va y avoir un effet un peu plus boule de neige. Pourquoi ? Parce que les Fab Labs, et on en parlera tout à l'heure, il y en a partout à travers la France. Et les besoins aussi d'adaptation des habitats inclusifs ou de l'habitat tout court de la personne, de son domicile, ils sont énormes. Et il est hyper important pour les personnes que ça se fasse avec des individus en grande proximité et pas forcément une société qui déploie des solutions qui vient de très très loin, parce que la confiance est importante. Jean Ruche. Ouais, je crois que la période du Covid, elle a aussi permis de mettre en lumière les makers. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mouvements de solidarité. On a fabriqué des masques, on a fabriqué des adaptateurs pour des respirateurs. Il y a eu plein de gens qui se sont mobilisés parce qu'on se sentait tous tellement impuissants face à tout ça. Et je trouve que le côté intéressant de cet appel à projet, c'est justement de donner des idées, de se dire que oui, on peut faire des choses très techno où on se fait très plaisir. Et en plus, on peut peut-être y ajouter du sens et puis imaginer des solutions qui peuvent aider une grand-mère, un grand-père à rester au domicile plus longtemps dans de bonnes conditions ou à stimuler sa vie sociale. Ou une maman qui aurait des difficultés en situation de handicap, qui aurait des difficultés pour, par exemple, s'occuper de son enfant parce qu'elle a perdu l'odorat, il peut y avoir des solutions technologiques et c'est ce qui nous a plu dans ces projets-là. Oui, dans toutes les idées des makers, tout de suite, tu te dis, ça, on va pouvoir l'appliquer finalement assez vite, assez rapidement. Je dirais que moi, ça fait 25 ans que je suis aidant familial, donc j'ai un recul, je dirais, sur les difficultés que les gens peuvent rencontrer, notamment sur les troubles cognitifs, tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la mémorisation, l'orientation dans le temps et dans l'espace. Et je pense que la technologie peut apporter énormément de support à des personnes qui sont perdues, qui ont des difficultés de mémoire, qui ont besoin de soutien pour gérer leur journée, pour transformer des actes complexes en actes simples. Ça, la techno peut faire. Ce que la techno ne pourra jamais faire, c'est remplacer le contact avec un être humain. Et donc, nous, le principe qui nous a fait nous intéresser aussi à ce monde des makers, c'est de dire, je préfère développer des solutions technologiques plutôt qui permettent, par exemple, de gérer l'ouverture, la fermeture d'une porte pour des gens désorientés, plutôt que de payer une auxiliaire de vie à dormir toute une nuit devant une porte. Donc, on a besoin des makers pour ça. Voilà, alors qu'on peut prendre ces heures-là et les utiliser pour aller au ciné, pour faire des activités, parce que la technologie, elle peut régler ces choses-là. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Tristan. L'intérêt pour nous, c'est d'imaginer de nouveaux usages et de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire le contact humain. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose justement de passer au vif du sujet avec nos 3 lauréats qui vont nous présenter leur création. Merci à tous les 3. Je vous laisse repartir en coulisses avec vos micros. Merci beaucoup, messieurs. Effectivement, on va découvrir, Marie, les 3 lauréats. Oui. Et je profite qu'il est pile 16h pour inviter celles et ceux qui veulent voir. Je croyais que tu allais dire prendre le goûter. Non. En tout cas, c'est de la détente. Parce qu'il y a Libs sur la chaîne Atelier là, qui commence un atelier d'initiation à la création de costumes. Donc, si ça vous branche, rendez-vous sur la chaîne Atelier pour l'atelier cosplay. Et sinon, si comme moi, vous voulez absolument découvrir les 3 lauréats et leur création, restez là. Restez là, parce qu'on va montrer tout ça, on est ensemble. Ils sont en train de s'installer et d'arriver avec ce qui leur a permis de gagner, d'être 3 lauréats
de ce concours qui a été lancé par Maker Faire avec les partenaires qui étaient avec nous à l'instant. Ce concours génial où les projets vraiment étaient formidables. Ça s'appelle Habitons ensemble, Marie. Merci beaucoup, Miguel. S'il y a de l'interaction, etc., sur le Tout le net, monde- n'hésite pas. Tout le monde évidemment. était très impatient de voir les créations lauréates. Et on rappelle que nos 200 makers sont connectés depuis chez eux. Vous pouvez aussi les découvrir et discuter un petit peu avec eux. Donc, oui, vas-y. On Tom, s'installe. Tom, bien sûr, femme manager donc pour son miroir inclusif. On laisse Tom s'installer tranquillement. Donc, l'un des lauréats de cet appel à projet Habitons ensemble. Autour de la table, également Benjamin Cabé et son nez intelligent et connecté. Ça va, Benjamin? Tout va bien? Ça va très bien. Et nous avons aussi Xavier Lucron pour son À qui le tour? Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Gardez Oui, bien très votre bien. micro Oui, voilà. sur le menton pour discuter un petit peu. Alors, on commence par qui du coup? Allez, Comme tu veux. Benjamin, qu'est-ce que... Alors, ce nez intelligent et connecté, comment... Il est mignon. Est-ce qu'il est mignon? Oui, il est mignon. Ouais, il est très, très bien formé, ce nez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous alors. C'est un nez intelligent et connecté. C'est un projet que j'ai démarré pendant le confinement. Le premier confinement, c'était il y a combien de temps? Il y a 1 an et demi déjà. Ah, oui. Tu es maker déjà de... Alors je sais pas, non. Avant ce projet, je me considérais pas forcément dans la catégorie des makers. Probablement parce que j'avais pas vraiment trouvé d'idées concrètes, de vrais projets, de vrais problèmes à résoudre. Et le problème que j'avais du coup pendant le confinement, c'était améliorer ma recette de pain. Je voulais essayer de voir si je pouvais utiliser un équipement électronique pour renifler mon levain et savoir quand il était parfaitement fermenté. Oui, on a été beaucoup à Voilà, je fabriquer notre petit pain à la maison, donc c'était ton cas aussi. Je crois Ouais, qu'il y a mais ça certains fait- boulangers qui devraient, Ouais, peut-être. l'utiliser. Mais moi, parce ça que fait, je sais on pas, a un ouais, peu ça de fait mal à peut-être- trouver du bon pain. ça fait quelque chose comme 20 ans que j'essaye de faire du pain. Je suis jamais très content, donc je me suis dit peut-être que la technologie va m'aider. Et alors, Et en quoi il t'aide ce nez? Il m'aide parce que j'utilise un modèle d'intelligence artificielle pour lui apprendre des odeurs. Donc initialement, l'idée c'était autour du levain et du pain, mais ensuite je me suis rendu compte que le modèle d'intelligence artificielle que j'avais créé et le capteur que j'ai volontairement mis en dehors du boîtier pour l'émission et pour la démo, un capteur tout simple, tout à fait bon marché, va mesurer des concentrations dans l'air de différentes molécules. Et ces concentrations de molécules, on va les donner à manger à un algorithme d'intelligence artificielle. Et Il lui va dire, savoir dire... voilà, ça si- c'est du café, ça c'est du whisky. Vous savez, j'ai fait des tests bizarres au début du projet. Mais clairement, les résultats ont été rapidement, en l'espace d'un week-end, et en utilisant que des technos open source, open hardware, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez Tu t'es rigolo. creusé la tête quand même pendant ce confinement. Au début, c'était vraiment un projet d'un week-end. Après, j'ai poussé ça un peu plus loin en allant jusqu'à faire le modèle 3D que les gens peuvent éventuellement imprimer. Tout est open source, tout est disponible sur GitHub, etc. Donc on le connecte à quoi exactement du coup? Alors, connecté dans le sens où on peut le connecter à Internet. Et Ouais. on a peut-être l'habitude des thermostats connectés, des équipements connectés de notre quotidien domotique. Là, l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas un capteur qui sait détecter des odeurs dans une cuisine. Ça peut être intéressant de détecter, par exemple, quand dans un frigo, il y a de la nourriture avariée. C'est une information qui est importante et utile à avoir quand on ouvre son frigo, mais c'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut avoir intérêt à consulter à distance via son téléphone ou ce genre d'application. Donc c'est ça l'aspect connecté du projet par le Wi-Fi finalement de la maison. On va revenir bien sûr sur ta participation à l'appel à projet Habitons ensemble. Mais avant, un petit mot avec Xavier pour À qui le tour? Alors qu'est-ce que c'est cette petite boîte? Qu'est-ce qui Alors, s'y passe? le à qui le tour en un seul mot, mais avec un K, c'est pour savoir à qui c'est le tour de réaliser une tâche dans le cadre d'un habitat collectif, par exemple une colocation, une famille, si on a des enfants. Et puis aussi, là on en parlera peut-être un petit peu après, dans les habitats inclusifs à destination des autistes. Alors l'idée c'est que j'ai créé des colocations à un moment donné pour des étudiants sur l'Île-de-France et puis je me suis rendu compte, et les études le montrent d'ailleurs, que les points de tension sont extrêmement liés à tout ce qui est la propreté, aux tâches ménagères, etc. Donc j'avais mis la pauvre feuille avec un magnet sur le frigo et puis elle était soit pas utilisée, soit elle disparaissait par enchantement. Donc, tu peux nous l'allumer parce que ça s'allume. Ouais, écoute, en fait, il est déjà allumé. Et quand il arrive la tâche, par exemple, là, je vais mettre Anna. Bon, il y a une petite musique, je ne sais pas si on l'entend, mais je pourrais peut-être, je la referai tout à l'heure avec le micro.
et une lumière qui est spécifique. Alors, Il faut la pencher dans l'autre sens peut-être. Par là La caméra est derrière. On l'a bien entendu, hein, Xavier, la musique. Voilà. Pas Ok, de souci. super. Alors, Donc ça s'allume ainsi. Ok. voilà. L'idée, c'est que la personne est interpellée par la fois cette musique et ces couleurs. Alors, quand il s'agit de personnes dans une famille ou dans une colocation, bon, à la limite, on pourrait juste avoir un écran. C'est ce que j'ai testé d'ailleurs au départ dans les colocations, avec le prénom de la personne et en dessous la tâche qu'elle doit réaliser, un petit écran. Mais là, en l'occurrence, pour ce qui concerne les personnes en déficit cognitif qui habitent dans des habitats inclusifs, La l'idée, couleur leur la parle. couleur, voilà, c'est d'avoir une signature sensorielle, à la fois visuelle, parce que c'est tel autiste qui a choisi cette couleur-là de lumière, plus le petit jingle qu'on a entendu. Donc c'est une signature qui lui est propre, individuelle, et il sait que s'il l'entend et voit ces couleurs, eh bien c'est lui qui est destiné, ça l'interpelle beaucoup plus fortement que simplement avoir un prénom qui s'affiche. Puis c'est interactif, c'est interactif. aussi autour du jeu, j'imagine. Bah, déjà, rien que le fait que ce soit coloré et qu'il y ait un son, de toute façon, ça lui permet de se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et l'idée, c'est que, comme j'avais testé quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça, mais un peu différemment sur des Alzheimer, je vais aussi le tester sur des Alzheimer, parce qu'on sait que ce type d'approche sensorielle marche beaucoup mieux que simplement d'avoir un écrit qui, de toute façon, ne les intéresse pas. Oui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, Voilà. et il n'y a pas Et de une fois que réactivité. Voilà. Et une fois que la personne a fini sa tâche, elle valide. Et bon, la personne qui est la référente dans l'habitat inclusif reçoit la notification comme quoi elle a terminé. Elle va pouvoir donc la remercier, demander aux autres de la remercier, etc. Enfin, créer une sorte de jeu de rôle systématique pour qu'il y ait une sorte de récompense par rapport à ça. Merci beaucoup, Xavier. Tom Guenot pour son miroir inclusif. Alors Tom, tu peux nous raconter, nous expliquer un petit peu, on va bien sûr filmer ton miroir inclusif. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le miroir inclusif, en fait, c'est un miroir qui permet d'afficher des informations personnalisées et modulables pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, donc des personnes, par exemple, qui ont Alzheimer ou qui vont avoir des troubles type autisme ou des troubles liés à un accident de la vie. Et c'est, en fait, un dispositif qui va permettre d'afficher des informations tels que... Oui, comme quoi, par exemple, alors sur des, la vie de tous des les messages jours des proches, l'agenda de la journée, des suggestions d'habillage en fonction de la météo. Et ces informations, en fait, vont avoir un affichage, une forme d'affichage qui est adaptée en fonction de la personne et de sa pathologie. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? Tu étais déjà maker et déjà dans cette Non, mouvance-là ? alors en fait, je travaille pour le Fab Lab La Bidouille, Oui. qui est... Je remets mon masque, pardon. Qui est développé par la société Famille Solidaire et qui en fait est un Fab Lab destiné, axé sur les problématiques qui sont liées à l'inclusion et au handicap. Et c'était un des premiers projets qu'on a souhaité développer nous en interne, puisqu'on a un porteur de projet qu'on accompagnait qui développait ce produit à partir d'une base open source pour sa sœur qui était atteinte, qui était cérébro-lésée, qui avait des troubles cognitifs et qui disait en fait ne plus pouvoir se passer du miroir justement à cause des informations que ça pouvait lui apporter. Et nous, on s'est dit pourquoi pas redévelopper cette interface, mais qui soit vraiment adaptée à plusieurs typologies de troubles, de manière en fait à la rendre accessible à des aidants ou à des personnes qui ne sont pas trop dans le monde des makers, dans un monde de développement, puisque finalement l'interface que vous avez ici, c'est une interface qui est déjà existante. Oui, j'allais te demander, est-ce que c'est déjà dans le concret du coup du quotidien pour ce public-là ? En fait, ça, pas du tout. Ça s'appelle Magic Mirror. C'est un projet de open source en fait, qui est très connu. Et c'est un projet qui est déjà utilisé par énormément de personnes en fait, dans la communauté, surtout de la domotique, dans le monde des makers. Mais c'est un projet qui est quand même peu accessible dans le sens où il faut être déjà un petit peu programmeur dans l'âme pour pouvoir travailler, pour pouvoir ajouter des modules sur ce dispositif. On voit bien l'image régulièrement, Oui. les interfaces. Ça ressemble d'ailleurs, je trouve, à une espèce de téléphone, smartphone géant. C'est ça. Alors là, donc l'interface de l'écran... Tu peux aller nous faire une démo si tu veux. Ok, je vais faire ça. Franchement, Allez, n'hésite pas. comme Parce ça, que tu nous décris un c'est petit hyper peu. intéressant, ça fonctionne bien. Ça ressemble à ça, on dirait vraiment un smartphone géant avec des consignes, avec des rendez-vous, avec un planning.
En fait, vous voyez qu'on a les angles qui sont faits en impression 3D. On a un système qui permet de cacher un écran qui est derrière un verre santin. Et derrière cet écran, on a aussi pu intégrer des enceintes qui permettent donc de faire, de diffuser des sons, de diffuser de la musique, de diffuser des appels audio, par exemple, des proches de ces personnes. Et on a 2 caméras qui sont aussi cachées derrière le miroir santin, qui ici sont visibles puisqu'on a un miroir santin qui a très peu de réflexion pour qu'on puisse voir l'intérieur du système. Et en fait, ces caméras vont permettre à la fois de faire de la visioconférence et à la fois de reconnaître les personnes qui sont en face du miroir pour proposer des informations qui sont personnalisées à la personne. Et la personne ne se voit pas et... La personne se voit dans le miroir, mais par contre, elle même. voit aussi Oui. les informations qui sont affichées. C'est surtout ça, ouais. Donc, ici, c'est une maquette. Les informations que vous voyez sont des informations factices. Mais l'idée, c'est de pouvoir afficher des informations qui sont personnelles et qui sont envoyées directement par des proches, des aidants familiaux, des aidants professionnels, qui sont des informations qui sont liées à la vie quotidienne, donc simplement l'agenda, penser à certains rendez-vous, ou juste certains messages du quotidien pour faire du lien social, donc envoyer des messages pour dire à quelqu'un qu'on pense à lui, permettre de faire de la visio, et permettre en fait de continuer à avoir un lien, même à distance, avec une personne qui serait dans un habitat inclusif ou même dans un habitat individuel. Alors je précise qu'on est bien le dimanche 28 novembre, Oui, et pas le on a un samedi petit jour de 27 retard. novembre, comme c'est affiché sur le miroir. Faut se Oui, mettre à parce jour. qu'en fait là, il n'est pas connecté au réseau puisque Bien j'ai pas eu le sûr. temps de le faire. Te charrie. Benjamin, ce nez intelligent et collecté, donc lauréat de cet appel à projet Habitons ensemble, on pourrait le retrouver où alors? Un exemple, c'est en fait, j'ai pris, c'est pour pas qui anodin, aussi? Ouais. des personnes en perte d'autonomie, tout simplement. Savoir qu'une personne en perte d'autonomie a fait couler un café aujourd'hui, bah, c'est important. Finalement, ça veut dire qu'elle est en forme. Et c'est là aussi où l'aspect connecté de l'objet intervient. On vient détecter dans la cuisine une odeur de café. On peut envoyer cette notification et c'est une notification qui va servir. Et d'ailleurs, je peux faire la démo en direct. Ça fait toujours un peu science-fiction. Alors là, je triche un peu. Je mets vraiment une très forte odeur de café. Mais on peut regarder sur l'écran, en fait, l'objet va et le capteur va petit à petit détecter l'odeur de café. À un moment donné, il va peut-être se dire, là, je suis pas trop sûr, je sais pas ce que c'est. Et là, ça y est, c'est du café. Avec l'émoticône. Et j'ai mis du café partout sur le plateau. Pas grave. Mais voilà, il y a cette application-là. Une autre application, c'est quelque chose que moi j'ai découvert lors de la vie du projet. Au tout début, je jouais avec, et assez rapidement, les personnes qui m'ont contacté, ce sont les personnes qui souffrent d'anosmie. La perte du goût, c'est quelque chose qu'on a beaucoup expérimenté pendant le Covid. Oui, mais ça existait avant. Mais ça existait avant, exactement. Il y a 3% des adultes qui souffrent d'anosmie de manière permanente, et un quart de la population qui, à un moment ou à un autre de sa vie, va souffrir d'anosmie. Donc là aussi, c'est un objet qui va pouvoir servir dans le frigo. Est-ce que mon lait il est périmé ou pas? Miguel, le seul moyen de le savoir, c'est de le sentir. On dit que quand on sait faire du bon café, on est bon à marier. Ouais. Ça le dit aussi ou pas? Je sais pas, j'ai pas rajouté la phrase. Miguel, ça réagit. Bah oui, il y a une question très pertinente, je trouve, de Manu. Qu'est-ce que vous avez gagné tous les trois en tant Alors que oui, la lauréat? suite, c'est quoi? Lauréat oui. de cet appel à projet, mais quelle est la suite du coup? Eh ben, pas mal de choses. Déjà, une visibilité. Hein. C'est cet instant, c'est sur le site web, etc. Vous avez gagné de l'argent ou pas? Non, bah non. C'est surtout Chaque la chose en son notoriété et temps, le prix. éventuellement, surtout qu'on parle beaucoup d'open source, donc c'est pas vraiment fait pour gagner de l'argent. Nous, on a eu du coaching. Il y a un podcast qui a été fait aussi. Et puis, on a été. Enfin, moi, pour ce qui me concerne, je voudrais le lancer sur KissKissBankBank. Donc, j'ai eu du coaching par KissKissBankBank, donc une plateforme de financement participatif. Non, ça nous donne une belle visibilité, la possibilité de rencontrer. Hier, j'étais en live là pour recevoir les personnes sur mon stand. Eh bien, j'ai eu aussi quelques personnes qui m'ont donné des conseils, parce qu'on n'est pas uniquement là pour montrer, mais aussi pour recevoir des conseils entre makers. Hein. Une belle opportunité aussi, Benjamin. Ouais. Et tu parlais, juste parenthèse, tu parlais des podcasts. C'est Fabrice qui a réalisé les podcasts avec les lauréats. Vous retrouvez ces podcasts sur le site, sur la plateforme. Vous allez dans l'onglet podcast et vous pouvez écouter justement un peu plus en longueur. Exactement. Du coup. Ouais. Voilà, ça nous a donné des contacts aussi. Effectivement, Tom me propose de tester sur un lieu inclusif pour Alzheimer le Hackil Tour. Donc non, clairement, c'est surtout ça qu'on a gagné, entre guillemets. En un mot aussi,
Benjamin, une belle ouverture aussi pour toi et cette invention. Oui, clairement, moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis développeur, enfin, je baigne dans le code informatique toute la journée. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose que je ne comprenais pas, pour une raison, je sais pas, je suis peut-être trop nul en maths. Grâce à ce projet, son aspect un peu tangible, j'ai pu vraiment apprendre des choses pour moi-même, mais que du coup, j'essaye de partager. Et clairement, du coup, l'appel à projet, c'est un bon moyen d'avoir encore plus de visibilité. Un tremplin, c'est Ouais, ça clairement. aussi pour Tom, c'est la même chose. Alors, il y a ce côté visibilité, effectivement. Il y a aussi le côté mise en relation, d'avoir pu rencontrer plein de beaux projets. Et nous, en tout cas, en tant que Fab Lab, qui travaillons sur des problématiques qui sont liées à l'inclusion et au handicap, c'était vraiment une occasion de voir des projets où on se disait, effectivement, là, ça répond à une problématique qu'on a déjà entendue, où on a peut-être des solutions aujourd'hui, mais... En tout cas, on se creuse la tête. Voilà, et surtout pour nous, c'est l'occasion aussi de dire ce projet-là, on aimerait pouvoir essayer de le développer dans le Fab Lab. Et c'était l'occasion, par exemple, de rencontrer Xavier et de lui dire ce projet, justement, qui est en open source, on a des besoins, puisqu'on a des... en fait, le Fab Lab appartient au groupe associatif Famille Solidaire qui, lui, développe des habitats inclusifs. Donc ça, c'est un projet qu'on pourrait tout à fait essayer dans les habitats et qui pourrait avoir de la valeur ajoutée pour les habitants et pour un coût qui est assez abordable, finalement, puisque c'est de l'open source. Donc c'est aussi faire vivre notre Fab Lab grâce à des projets de ce type. Merci beaucoup. Tom, merci Xavier, merci Benjamin, merci à tous les trois pour ces belles idées autour de notre habitat, l'habitat inclusif. À tout à l'heure, 16h55, je vous retrouve pour notre dernière émission déjà, tous makers. Et oui, déjà, on va être nostalgique. Hein. Mais avant, je laisse la place bien sûr à Fabrice qui donne la parole aux ingénieurs de demain. À tout à l'heure, Maker Faire Paris continue bien sûr.